Coucou Clémentine, je vais pas passer par 4 chemins. Aujourd'hui, c'est quoi ton système d'acquisition? Patati patata. Ça, moi, j'aime pas du tout. La prospection, pour moi, en fait, c'est simplement créer un échange convivial et proposer ton aide uniquement si la personne, elle t'a évoqué, en fait, son besoin. Pourquoi, selon toi, c'est aussi inconfortable de faire de la prospection? À la préhistoire, à la base, en fait, on fonctionnait en meute. Une personne qui se retrouvait seule en dehors de la meute était vraiment en danger. Du coup, notre cerveau a créé la peur du rejet, mais malheureusement, notre cerveau a pas fait la mise à jour. Et toi, t'as doublé ton chiffre d'affaires en 1 an. Quelqu'un qui a envie de scaler, c'est quoi un peu, selon toi, les actions qu'il doit mettre en place le plus rapidement possible? Vérifier ton système d'acquisition. Si de toi-même, t'arrives même pas à générer un rendez-vous naturellement, c'est pas les outils qui vont le faire à ta place. Et une fois que ça c'est validé, tu Clémentine Edon, un branding solaire coloré qui cache une efficacité redoutable. Formée à la communication, propulsée dans le salariat, puis brutalement stoppée net. Licenciée, dos au mur, mais elle transforme la chute en système de prospection, assumée, éthique, humaine. Résultat, plus de 200 000 € générés, 130 femmes accompagnées, une équipe, plus de 35 000 abonnés et une autorité reconnue sur LinkedIn, Instagram, partout où le business se joue. Elle n'enseigne pas le marketing, elle enseigne comment vendre sans se trahir. Dans cet épisode de Business et Dolce Vita, Clémentine Edon révèle les leviers d'un système de vente qui convertit vraiment. Prenez des notes, vous allez enfin aimer la prospection. Bon, Clem, j'avais trop hâte de te retrouver ici dans ce podcast parce que j'ai horreur de la prospection. Donc, j'ai vraiment hâte qu'on puisse en discuter parce que j'ai toujours eu du mal avec la prospection, mais tu sais, de la recevoir et aussi de la faire. Et là, vu que toi, t'es dans la prospection qui est éthique, authentique, j'ai hâte de voir si tu arrives à me faire changer d'avis. En quelques minutes, on verra. Du coup, comment tu décrirais ce que tu fais, ta vision, ta mission? Pour expliquer un petit peu ce que je fais, et d'ailleurs je rebondis, mais tout le monde me dit détester la prospection. Tout le monde en appel découverte me dit bon, faut que je le fasse, mais franchement, je déteste ça, j'ai pas envie. Donc c'est un peu une idée commune et je comprends tout à fait ton ressenti. Et pour t'expliquer un petit peu ce que je fais, donc moi c'est Clémentine, j'ai 27 ans et aujourd'hui mon expertise, c'est la prospection, la vente, notamment sur Instagram et LinkedIn. Et j'accompagne les femmes à vivre de leur activité parce que j'estime que les femmes doivent faire de l'argent. Et j'ai une niche particulière Money. C'est clair. Et j'ai une niche particulière puisque j'accompagne principalement les assistantes virtuelles. Carrément. Et vu que la prospection, parce que moi, c'est un de mes arguments de vente, justement, de vendre sans prospection, scaler sans prospection. Comment toi, tu fais pour que ce soit à la fois pas très vendeur, parce que comme tu le dis, c'est une objection qui t'arrive souvent en call, mais comment tu fais pour faire le déclic sur, ça devient un argument de vente et en fait, ça passe? Ouais, c'est clair que les gens me contactent en sachant qu'ils vont faire quelque chose qu'ils aiment pas. Mais souvent, je mets en avant dans mes promesses qu'on va mettre en place des actions pour générer des ventes, des clients et vivre de leur activité. Et ça, pour eux, c'est essentiel. Moi, notamment, j'ai beaucoup de mamans qui ont besoin de générer des revenus dans mes clientes, par exemple. Donc, c'est essentiel. Et après, je leur explique, ça va inclure la prospection, etc. Mais je les rassure en leur disant qu'on va faire de manière éthique, bienveillante et adapter la méthode aussi à la personnalité de chacune. Complètement. Et pourquoi, selon toi, c'est aussi inconfortable de faire de la prospection, justement? Est-ce qu'il y a un biais psychologique, neurosciences qui explique ça? Ah oui, tout à fait. Effectivement, c'est totalement naturel d'avoir peur de prospecter parce qu'en fait, à la base, on a tous en nous la peur du rejet. C'est une peur naturelle qui est innée chez chacun. Et en fait, il y a une raison scientifique à ça. Donc, sans vouloir vous donner un petit cours d'histoire, mais juste pour expliquer brièvement, à la préhistoire, à la base, en fait, on fonctionnait en meute pour se protéger des dangers de la faune et de la flore, etc. Et une personne qui se retrouvait potentiellement seule en dehors de la meute était vraiment en danger. Et du coup, notre cerveau, très intelligent pour nous protéger, il a créé la peur du rejet, qui a été très utile à l'époque, qui ne l'est plus du tout aujourd'hui, mais malheureusement, notre cerveau a pas fait la mise à jour. Donc, c'est quelque chose qu'on a tous naturellement. C'est même pour ça aussi que, par exemple, quand on était à l'école, on n'aimait pas passer à un oral devant toute la classe. C'est un peu pareil pour la prospection. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de se dire,
prendre un peu du recul et dire si tu prospectes par exemple toi dans tes DM Instagram, la pire chose qui peut arriver c'est qu'on te dise bah Amandine, je suis pas intéressée, merci, ou juste un vu. Ouais, tu te prends pas une porte dans la tronche, quoi. Même quand on prospecte, la plupart des gens sont quand même polis et bienveillants en fait. Ouais, complètement, complètement. Et comment t'aides justement quelqu'un qui aime pas la prospection, qui est mal à l'aise avec la prospection, à quelqu'un qui aime bien et puis qui l'utilise justement comme levier pour vivre de son activité? Alors déjà, bah avec chacune de mes clientes et de mes clients, j'en ai eu 5, j'ai surtout des femmes, on travaille vraiment déjà sur leurs croyances autour de la vente. Qu'est-ce qui les met mal à l'aise, etc. On cherche des méthodes pour les mettre à l'aise parce que le but c'est pas non plus de faire une méthode de bourrin qui nous met mal à l'aise, c'est pas du tout l'objectif. Et aussi de se fixer des objectifs clairs et de se dire bah ok, dans tous les cas, j'ai besoin de faire des ventes. Donc si je veux 5 clients par exemple, je vais avoir besoin de générer une vingtaine de rendez-vous. Donc, tant que j'ai pas généré ces rendez-vous, je prospecte. Donc déjà, on est assez factuel. Ça permet d'être, selon moi, mais tu seras peut-être pas d'accord, plus rapide que le contenu. Et après, bah, on va y aller petit à petit par des actions faciles, comme par exemple envoyer un message de bienvenue. C'est une première action qui est facile, qui est pas traumatisante à faire, dire bienvenue à un abonné, mais c'est un premier pas. Et on va faire un pas après l'autre pour être le plus rassuré possible. Pour se rendre compte que derrière, il n'y a pas de danger, en gros, quoi. Exactement, tout à fait. Ouais. Donc, en gros, l'objectif, c'est poser des KPI. On sait que si on veut 5 ventes, comme tu disais, à peu près 20 rendez-vous, alors ça dépend du taux de transformation, du taux de closing, mais environ, vous regardez ça comme ça, ok, intéressant. Et après, vous vous dites, bah, du coup, combien de messages je dois aller envoyer pour que ça convertisse. Et donc, avec ces KPI qui sont clairs, ces objectifs qui sont clairs, du coup, on peut arriver à avoir quelque chose de plus clair avec un but et y aller étape par étape. C'est ça la solution pour ne pas trop se cramer. Exactement. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait pour moi quand je me suis lancée à mon compte et que je voulais des clients à tout prix rapidement. Et c'est ce que j'enseigne à mes clientes. Et après, les KPI, je trouve qu'ils varient quand même aussi selon la cible. Parce que tu as des cibles, je sais pas, par exemple, si tu as une cible, les organismes de formation, par exemple, ils répondent bien quand on les prospecte parce qu'ils sont très présents en ligne. Alors que si tu as envie de prospecter des charpentiers, tu vois, par exemple, et bah là, tu auras beaucoup moins de taux de réponse parce que c'est une cible qui est tout le temps sur le chantier. Donc en fait, ça va aussi beaucoup varier selon chaque profil, tu vois. Ouais, carrément. Et du coup, vous, dans ta stratégie, vous faites, j'imagine, aussi prospection et contenu, ou c'est vraiment que de la prospection? Alors oui, moi je suis à fond pro contenu pour le coup là-dessus, je te rejoins complètement parce que pour l'anecdote à la base j'étais community manager de métier en agence de communication. C'était mon métier avant même d'être entrepreneur. Donc j'ai toujours été convaincue par la création de contenu, très à l'aise et j'adore créer du contenu. Et selon moi, c'est ce qui favorise une conversion efficace. Parce que forcément, si tu prospectes mais que tu as un profil vide ou des contenus pourris, les gens ils vont pas vouloir te répondre et tu devras envoyer une quantité de messages beaucoup plus importante. Tandis que si tu as des contenus qui sont convaincants, des fois en quelques messages, la personne vu qu'elle aime déjà tes contenus, en fait, elle va réserver son rendez-vous. Donc je sais que moi par exemple, je génère énormément de rendez-vous mais aussi parce que les gens connaissent mon contenu, apprécient ce que je fais, etc. Donc pour moi, les deux vont vraiment ensemble. Complètement. Ouais, complètement. Je vois trop de gens à chaque fois, leur compte Insta me demande ah t'en penses quoi? Et ça fait pas pro en fait. Tu vois, les gens ils ont envie que ça fasse pro, ils ont peur de se faire arnaquer. On est en ligne, faut pas oublier. Donc toi tu sais que t'es quelqu'un de bien, mais l'autre il le sait pas. Donc avoir des contenus qui sont, je dirais pas parfaits ou léchés parce que c'est plus du tout ça aujourd'hui sur Instagram. Au contraire, les gens veulent du brut, du vrai, de l'authentique, mais avoir quelque chose qui est pro et juste regarder ce que font les autres et puis se dire ah bah tiens voici ce que j'aime, voici ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'ai envie de reproduire sans copier évidemment, on s'inspire uniquement, mais pouvoir reproduire quelque chose de quali, comme ça quand on envoie les messages, du coup ça mord plus, j'ai envie de dire. Complètement, surtout par exemple pour les prestataires de services qui nous regardent, je crois que tu en as beaucoup toi dans tes clients aussi. Forcément quand on prend un prestataire, on prend une personne qui va nous rejoindre, une personne qui va faire partie peut-être de notre équipe. Donc on doit créer cette relation de confiance et ça pour moi ça passe par le fait de se montrer déjà et d'avoir des contenus qui soient authentiques et humains parce que par exemple moi j'accompagne des assistantes, tu recrutes pas ton bras droit si la personne elle est cachée, tu la vois pas, c'est déshumanisé, t'as pas confiance en fait. Complètement. Là, je viens d'engager hier une assistante virtuelle qui certainement va devenir mon bras droit. C'est ce que je recherche et c'est drôle parce que j'avais plein de bons profils.
par email, mais moi je vais directement sur Instagram parce que c'est vraiment ma plateforme. Donc du coup, je vais sur Insta, je regarde. Il y en a 2 qui sortaient du lot avec du contenu qui était professionnel. Les autres, elles avaient un compte. Il y en a, j'ai même pas trouvé. Il y en a d'autres, c'était un compte un peu bof. Mais j'ai même pas hésité. J'ai choisi directement l'une ou l'autre qui avait un compte professionnel, c'est clair. J'enverrai cette partie du podcast à mes clientes qui sont Très encore bien, hésitantes à se très bien. montrer. Ah, j'ai même pas hésité. Franchement, j'ai fait ça direct dans mon cerveau parce que tu sais, quand t'es CEO, il faut que tu prennes des décisions rapides en fait. J'ai pas le temps de passer 7 ans à chercher ton compte. Si je te trouve pas, tu vois, loin. Et pourtant, par email, elles avaient toutes l'air incroyables, tu vois. Mais c'est vraiment en mode, ah, moi, ma plateforme préférée, il faut que tu la gères, en fait. Il faut que tu sois capable de comprendre mon univers. Si tu comprends pas, si t'es pas capable de créer du bon contenu sur Instagram ou qu'importe, ça peut être LinkedIn, ta plateforme, ça dépend, YouTube peut-être. Ben, pour moi, on va pas parler la même langue. Et du coup, va falloir en plus que je t'apprenne tout le travail derrière, de comprendre la stratégie, le truc et tout. Donc moi, immédiatement, ouais, si t'as pas un compte Instagram, un minimum pro qui donne envie, je réfléchis même pas, je peux Ouais, pas te prendre. je suis complètement d'accord avec toi. Aujourd'hui, c'est un indispensable et nous, on le voit parce que, bah, avec aussi mon associé, on fait également du placement d'assistantes et de freelance chez les dirigeants. N'importe quel chef d'entreprise aujourd'hui, quand il recrute quelqu'un, il va stalker. Il va toujours regarder, être curieux, etc. Donc, quoi qu'il arrive, le contenu, pour moi, c'est vraiment un indispensable. Ouais, complètement. Et justement, j'allais te poser la question, parce que toi, tu as une belle audience aujourd'hui, tu as à peu près 15 000 abonnés, c'est monté très vite, et j'allais te demander, c'est quoi un peu la compétence spécifique pour avoir autant de résultats? Mais donc, j'imagine qu'une des compétences, du coup, c'est que tu étais CM avant, donc création de contenu. Prospection aussi, j'imagine que ça t'a aidé on va dire, aller plus vite. Complètement. Ouais, c'est vrai. Et pour quelqu'un qui veut développer justement ces réseaux sociaux là maintenant, alors qu'on sait que c'est quand même un petit peu galère parce qu'il y a pas mal de contenu, on va dire que c'est un peu un marché saturé. Ce serait quoi un petit peu tes conseils pour développer une audience rapidement? Même pour quelqu'un qui commence aujourd'hui, quoi qu'il arrive, moi, déjà, je dirais qu'il faut pas se décourager parce qu'il y a du monde. Parce qu'en fait, il suffit d'avoir une audience qualifiée pour avoir des clients. Donc, des fois, même avec une petite communauté, si c'est une petite communauté où c'est que votre cible dedans, vous avez tout gagné. Donc, faut pas avoir peur déjà de se lancer, hein. Oui, puis c'est saturé de contenu bateau et mauvais, hein, entre nous, franchement médiocre. Ouais. Donc ça veut dire que si d'un coup toi tu prends ça au sérieux et que tu te dis vas-y moi j'y vais à fond, t'es pas obligé de passer tes journées de te C'est cramer, hein. vrai, tu peux te démarquer, hein. Ah ouais, immédiatement. Franchement, moi j'ai un coaché là en quelques semaines, il a déjà 12 000 followers, il a toutes les Waouh! opportunités qui viennent à lui. Ouais, franchement incroyable. Toutes les opportunités qui viennent à lui. On a vraiment touché la viralité ensemble. Une autre qui a fait 200 000 vues, qui a plein de demandes et qui me disait justement, elle paniquait hier. Elle me disait Amandine, j'ai trop de demandes, qu'est-ce que je vais faire? Donc Ah, aujourd'hui c'est un c'est bon possible problème. encore, tu vois. C'est juste qu'il faut en effet éviter le contenu bateau parce que ça c'est saturé. Ouais, complètement. Bah, moi, déjà, mes conseils, bon, bah, classique, mais avoir un profil bien optimisé, oser se montrer. Alors, je sais que ça, il y a des partis pris différents. Il y en a qui sont en mode contenu faceless, pas se montrer, etc. Moi, j'ai vraiment le parti pris que, selon moi, il faut se montrer. En tout cas, c'est plus facile. Je dis pas que c'est impossible dans l'autre cas, mais Ah ça oui, les facilite gens les ils veulent choses. savoir chez qui ils achètent. Ouais. Bah voilà, ça facilite les choses, ça crée de la confiance. On aime l'humain, donc déjà pour moi, bah se montrer. Je sais que c'est difficile, hein. C'est un challenge pour tout le monde. On a toutes détesté se montrer et s'entendre en vidéo les premières fois. Mais même encore maintenant, hein, moi je sais pas toi, mais franchement moi des fois, vraiment le vrai face caméra. Les podcasts, c'est pour ça que pour moi c'est hyper simple parce que du coup on est là, on discute, on débat un petit peu sur des idées, mais quand c'est vraiment du face caméra pur et que tu parles à ta caméra, pourtant ça fait des années que je fais ça, c'est toujours inconfortable. C'est normal en fait. Ouais, c'est normal, c'est inconfortable et du coup, des fois, on n'aime pas forcément se réécouter, mais on sait que ça va fonctionner, donc on poste Ouais. quand même Ouais. Ouais, il faut y aller. Les réseaux sociaux, c'est pour faire du testing, donc go. complètement. Ensuite, je dirais la vraie régularité. Donc ça, en fait, je trouve que tout le monde dit: «Il faut être régulier». De mon côté, je publie depuis 2019 sur LinkedIn et 2020 sur Instagram et il y a pas une semaine de ma vie où j'ai pas posté de contenu. Ouais. Donc en fait, le secret, c'est de vraiment s'y tenir. Ouais. Donc ça, c'est un point important. Après, dans la qualité des contenus, je trouve que, ce qui va être important, c'est de varier les contenus. Avoir des contenus, pour moi, storytelling, c'est le contenu numéro 1 aujourd'hui. À mon époque, quand j'ai démarré, je trouvais que les contenus éducatifs, c'était le numéro 1 et que maintenant, c'est le storytelling. Donc je dirais de bien
se mettre en avant, raconter son histoire, ses anecdotes, ses valeurs. Ensuite, et ça peut être par des formats Reels, par des formats carousel aussi qui fonctionnent plutôt bien. Ensuite, je dirais aussi faire des contenus avec des hooks. En ce moment, moi, je teste plein de hooks un peu divertissants, un peu humoristiques que je mets en début de vidéo. Ça cartonne. Et il suffit de piocher dans des inspirations qu'on peut retrouver sur Instagram, tout simplement. Mettre en avant votre valeur ajoutée, mais ça, je vais nuancer. Selon moi, faire des posts type 5 astuces, je dis n'importe quoi, pour gérer sa boîte mail, ça fonctionne plus trop. Donc, plutôt partager votre méthode à vous. Moi, des fois, même, je vais mettre carrément mes process, mes screens, etc., pour qu'il y ait une vraie différence, que votre contenu il soit unique. Et bien sûr, parler de ses offres aussi, pour qu'on sache ce que vous faites et qu'on achète chez vous. Selon moi aussi, le format story, il est important. De mon côté, je fais des stories tous les jours et je varie entre story lifestyle et story par rapport au travail, à mes clients et à mes offres. Mais en tout cas, je trouve que les gens aujourd'hui regardent beaucoup plus vos stories que vos contenus. Donc, pour quelqu'un qui démarre et qui nous écoute, prends l'habitude de faire des stories tous les jours. Et après, le contenu, c'est bien, mais si une personne, elle veut, comme tu dis, avoir des abonnés, une communauté rapidement, va falloir faire une routine d'engagement, donc aller commenter les posts des autres, interagir, envoyer des DM et même prospecter. Et c'est ça qui fait qu'on va découvrir votre compte et que votre communauté, elle va monter quand même plus vite et être réellement engagée. Et ne pas hésiter même à faire des contenus en collaboration avec d'autres entrepreneurs ou d'autres créateurs, que ce soit des lives, des carousels en mode collaboration partagée, Ouais. ce qui peut vous Ça marche permettre très bien, ça. d'aller Ouais. dupliquer la visibilité plus vite. Et en plus, c'est gratuit, ça demande pas de budget publicitaire ou quoi. Et ça, je trouve que c'est sous-exploité, quoi. Ouais, en plus là, Instagram est vraiment en train de booster les collaborations. Il booste vraiment la visibilité. C'est pour ça que quand je publie des podcasts, je mets toujours en collaboration l'invité, que ça lui il partage. Et là, c'est boosté fois 1000 en termes de visibilité. C'est intéressant ce que tu as dit sur la routine d'engagement, parce que moi, j'ai énormément de personnes qui me disent ah Amandine, j'ai envie de créer une communauté, mais j'ai pas envie de parler aux gens. Et je suis là, mais en fait, tu me dis A et son contraire. Parce que ils me le disent pas évidemment dans la même phrase, mais tu vois, c'est vraiment en mode, les gens aujourd'hui ils veulent connecter. Ils en ont marre d'être juste un chiffre. On essaie juste de leur vendre un truc. Ils en ont ras-le-bol de ça. Ils ont envie que ce soit personnalisé. Donc parler avec les gens, connecter avec les gens. Moi, je sais que quand on s'est lancé, donc il y a méga longtemps, sur Insta, pendant des années, chaque abonné, on lui disait bienvenue, etc. On crée, et puis c'était pas que un message de bienvenue, c'était en mode on laissait des mémos vocaux, parce qu'on est deux, Micha et moi, on laissait des mémos vocaux, on échangeait, alors tu fais quoi, machin, et il y avait pas d'objectif. Alors à l'époque, parce que maintenant il y aurait eu un objectif de conversion au bout, mais d'une conversion subtile. À l'époque, on voulait juste tester la plateforme, et vraiment ça a créé une communauté tellement soudée, tellement forte, un noyau qui est encore là aujourd'hui alors que ça fait des années. Donc connecter avec les gens, vouloir parler avec eux, pour moi c'est un peu la base. Et ceux qui me disent ouais mais moi Amandine j'ai pas envie de passer mon temps dans les DM et tout, je comprends, moi non plus. C'est juste que connecter avec les gens, en fait donner de l'intérêt à des gens qui vous donnent aussi de l'intérêt, parce que quand quelqu'un vous fait suffisamment confiance pour vous donner 2000, 3000, qu'importe, 5000 euros, peut-être montrer-lui un petit peu de connexion aussi et d'intérêt. Ah mais complètement. En fait, le principe d'une communauté, c'est que t'es pas tout seul. Donc si tu veux juste être tout seul, tu te fais un site internet vitrine et puis voilà, c'est tout. Si tu veux juste te montrer toi, mais le principe des réseaux sociaux, c'est quand même d'être dans le social, d'échanger avec les gens. Et moi, ce que tu me disais, moi je le fais toujours, envoyer des messages tous les jours et échanger avec ma communauté. Je le fais tous les jours et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai une communauté hyper soudée, que je fais beaucoup de ventes aussi, et que ça fonctionne si bien. Donc c'est vrai que ça prend du temps. Après, il n'y a pas non plus de recette magique pour faire les choses et que ça prenne que 3 minutes par jour, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a un biais où, ça c'est sûrement les marketeurs qui ont fait ça, où les gens pensent que ça va être plus simple que ça. J'appelle ça le biais de la baguette magique, où les gens se disent ah moi je vais rien faire, je vais quasiment pas poster, je vais pas discuter avec ma communauté, puis les ventes, pouf, elles vont se faire toutes seules. Et en fait, je pense qu'après ils se rendent compte que ça va demander plus de travail. Et oui, clairement, ça demande du travail, ouais, mais comme un vrai travail, qu'importe le salariat ou autre, quoi. Tout à fait. Connecter avec les autres. Trop bien. Et toi, justement, qui est reconnu pour ta prospection efficace, éthique, authentique, on adore. Comme je te disais, moi, j'aime pas trop ça, la prospection. Donc, du coup, j'ai envie de te challenger. Fais-moi changer d'avis en 1 minute sur à quel point la prospection, c'est simple, éthique,
authentique et que ça marche super bien. J'ai le stress là. Euh, Ma vision de la prospection, pour moi, en fait, c'est simplement échanger et s'intéresser vraiment à tes potentiels clients, aux personnes de ta cible et à tes abonnés. Créer un échange convivial et proposer ton aide uniquement si la personne, elle t'a évoqué en fait son besoin. Donc pour moi, en fait, ça reste une discussion, un échange entre humains. Et c'est en menant des échanges comme ça que tu vas pouvoir avoir des rendez-vous des clients. Mais moi, j'ai une méthode de prospection plutôt féminine. Donc, je prends vraiment le temps de m'intéresser aux gens et je vais pas proposer mon service, tu vois, si la personne, elle a pas montré un intérêt ou un besoin. Et du coup, selon moi, quand on est comme ça, c'est éthique par rapport à une prospection beaucoup plus bourrine où on va chercher à refourguer son service coûte que coûte, même si la personne, elle a pas reconnu de besoin, quoi. Et je trouve que du coup, c'est simple parce qu'il suffit du coup d'échanger, de s'intéresser aux gens et c'est efficace parce que du coup, chaque semaine, on peut générer plusieurs rendez-vous simplement en menant des discussions. Trop bien. Ouais, moi j'appelle ça juste connecter avec les gens, exactement ce que tu viens de décrire. En mode, après c'est eux qui me contactent, donc c'est vrai que c'est plus facile. Je crée du contenu où les gens sont attirés par ce que je fais. Donc vu que c'est eux qui ont fait le premier pas, du coup c'est plus facile après. Mais en effet, connecter, regarder, puis après subtilement la conversation mène on a peut-être envie de bosser ensemble, go, prenons un appel quoi. Et si on devait analyser ton workflow vraiment, donc on passe vraiment dans tout ton process, ta stratégie. Donc là, comment ça se passe? Il y a, par exemple, j'imagine qu'il y a 2 branches. Soit tu fais nouveau follow et tu leur souhaites la bienvenue, mais peut-être aussi tu fais de la prospection à froid ou tu fais pas? De mon côté, du coup, j'ai tellement d'abonnés et de nouveaux abonnets tout le temps que je me concentre vraiment sur la prospection chaude. Mais j'enseigne aussi la prospection froide à mes clientes qui démarrent de zéro et qui ont pas une très petite communauté, voire pas de communauté du tout. Mais prospection à chaud, dis-nous tout, ton workflow. Donc le follow, il arrive. Donc ouais, la personne, elle arrive via le contenu. Généralement, d'ailleurs, elles me disent qu'elles ont tapé assistante virtuelle dans la barre de recherche ou un mot-clé, mon profil est ressorti. Elles ont regardé les reels, elles ont bien aimé, elles ont liké mes reels, etc. Elles ont décidé de s'abonner. Et ensuite, du coup, je suis hyper contente parce que j'ai que des abonnés très qualifiés. Et du coup, tous les matins, on envoie les messages avec mon alternante, on envoie les messages de bienvenue à toutes les nouvelles filles qui nous rejoignent. C'est quoi le message? Alors ça dépend, des fois je vais aussi personnaliser selon le profil parce que j'ai des comptes pro, mais j'ai aussi des comptes perso de personnes en reconversion qui commencent à regarder D'accord, mais donc qui on n'ont pas encore créé segmente, leur OK. compte pro. Donc je trouve que c'est toujours important de personnaliser vos messages de bien, enfin tous vos messages, hein, c'est la clé de la prospection, de bien personnaliser, d'utiliser aussi son propre langage. Donc par exemple, moi je suis très girly, je mets en avant la sororité, etc. Donc je vais être en mode hello Amandine, je te souhaite la bienvenue dans ma communauté de girl boss, retrouve mes conseils pour devenir that girl, etc. Je vais avoir un champ lexical adapté en fait à mon univers. Et souvent, les personnes, elles vont tout simplement me dire « Ah merci Clem, ça fait trop plaisir ». Des fois même, certaines vont tout de suite me raconter leur projet, m'envoyer des pavés dans leurs messages, mais ça me dérange pas du tout parce que je suis très bavarde et j'adore. Donc voilà un petit peu comment ça va se passer. Le message 1, donc c'est de l'écrit, c'est pas un mémo vocal et si je comprends bien, au bout, il y a une question, comme ça pousse la personne à te répondre, on est d'accord? Ouais, alors ça dépend. Si je sens que c'est une personne qui est déjà un compte pro, etc., des fois, je vais lui demander, elle, de se présenter je vais lui dire, j'aime découvrir les personnes de ma communauté, je suis curieuse, est-ce que tu peux m'en dire plus sur toi? Si c'est un profil plus privé, etc., ou je sais pas trop, je vais juste envoyer un message de bienvenue sans question désintéressée et je vais voir si la personne, elle me répond. Et je préfère à l'écrit pour le premier message parce que je trouve que ça peut interloquer de recevoir un vocal d'un inconnu. Mais par contre, le reste de la conversation, je fais énormément de vocaux. Et ça, je vous le recommande parce qu'avec mes clientes, on se rend compte que les vocaux convertissent plus que les messages écrits parce qu'on sent votre intention dans votre voix. On sent que c'est pas juste des questions, points d'interrogation en mode FBI, etc. C'est moins froid, c'est plus chaleureux, les vocaux. Complètement. Oui, et puis tu as vraiment pris le temps de te poser, de laisser le mémo vocal. Moi aussi, les mémos vocaux, c'est ma secret sauce. C'est vraiment, à chaque fois, les gens sont là, merci beaucoup, tu as pris le temps. C'est pas une IA, parce que c'est vrai que maintenant, en plus, il y a beaucoup l'IA, tout ça. C'est pas C'est automatisé, vrai, on ouais, c'est pourrait penser ça. personnalisé.
Ouais, OK, intéressant. Donc ça veut dire, paf, on pose la question, donc on dit voilà, présente-toi en gros. La personne, elle te répond et après, qu'est-ce qui se passe après? Alors après, du coup, on adapte la conversation selon le profil. L'objectif, c'est déjà de créer une connexion, que vous entendez bien, en fait, créer un feeling avec la personne. Et soit vous voyez que, par exemple, c'est une personne de votre cible et qu'elle a vraiment une problématique qui va être que vous allez pouvoir résoudre. Donc, vous allez lui poser des questions par rapport à ses objectifs, ses projets, ce qui la challenge, etc. Lui donner des conseils. Moi, je trouve que c'est bien aussi de se placer en tant qu'expert, de pas être radin, tu vois, sur les conseils. Et si on voit que la personne elle a reconnu son besoin, lui dire bah écoute, je peux te proposer qu'on s'appelle pour en discuter, voir comment je peux t'aider. Donc ça semble simple, mais franchement ça l'est. Mais il y a par contre, je trouve aussi des personnes réticentes qui vont être un peu plus froides, un peu plus méfiantes, qui vont se dire tiens on cherche à me vendre quelque chose. Dans ce cas-là, moi je propose de plutôt mener une conversation sur le long terme pour pas forcer quand on sent que la personne elle est pas à l'aise et du coup d'abord vraiment créer une connexion et plus tard revenir vers elle pour s'intéresser et ça du coup découper sur du plus long terme parce que si on le sent pas dans tous les cas la personne elle va mettre un stop. Donc faut aussi adapter selon la personnalité de la personne que vous avez dans votre DM quoi. Ouais. Ah, je suis excitée par cette conversation. J'ai plein de questions qui arrivent parce que je me suis énormément formée à la prospection aussi quand je me suis lancée. C'est juste que je ressentais, tu vois, à chaque fois cette gêne. Et justement, il y a 2 questions que j'aimerais te poser. Donc, la première, c'est parce que j'ai eu des setters. Donc, les setters, pour ceux qui savent pas ce que c'est des personnes justement qui vont aller faire la prospection pour toi. J'ai eu des setters et j'ai souvent trouvé que les messages étaient hyper gênants. Franchement, avec l'emoji qui est mal placé, qui est chelou, enfin bref. Donc déjà, ma première question, c'est comment on fait pour que les messages n'aient pas l'air bizarres et puis que tu vois que ce soit une vraie conversation? Parce que par exemple, tu vois, si tu rentres direct dans l'art, surtout qu'on est sur le marché français, l'argent c'est un peu tabou. Si on rentre direct dans l'art avec un message en mode ouais bah tu gagnes combien, tu génères combien, d'un coup c'est pas les bonnes questions à poser. Voilà, donc ça c'est ma première question. Comment on fait pour éviter les messages bizarres? Et ma deuxième question, c'est du coup c'est quoi ton cycle? Donc quand on parle en durée entre la personne à la follow et tu arrives à l'amener sur un appel entre les personnes qui sont pas trop réticentes et les personnes qui sont réticentes. Est-ce qu'on compte en heures? Est-ce qu'on compte en jours, en semaines? Comment ça se passe? Effectivement, je trouve que c'est toujours délicat de déléguer sa prospection, comme tu dis, à un setter, parce qu'en fait, c'est compliqué de remplacer toi. Moi, j'ai une personne dans mon équipe qui fait la prospection pour d'autres personnes, mais du coup, faut vraiment créer une vraie relation, que la personne, elle comprenne exactement qui tu es, ta personnalité, ta manière de fonctionner, etc., pour pouvoir prendre ta prospection. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je ne délègue pas. Bon, en même temps, c'est ma zone de génie, mais Mais même toi, pour pas que toi, tes questions, elles soient cheloues, quoi, tu vois, quand tu le fais. pour pas que les questions, elles soient cheloues, en fait, déjà, je pose jamais une question à laquelle je ne pense pas. C'est bête comme conseil, mais la sincérité, elle se ressent. Donc, en fait, faut quand même parler comme on parlerait dans la vraie vie. Faut pas non plus trop réfléchir. Alors, effectivement, ton objectif, par exemple, toi, tu pourrais vouloir faire dire à la personne qu'elle n'arrive pas à avoir la bonne stratégie de contenu et que du coup, elle a besoin de toi. Donc, tu vas forcément t'intéresser à sa stratégie de contenu, ses objectifs avec sa communication, mais il faut rester naturel. Par exemple, donc dans ton cas, tu vas prospecter une personne, bah voilà, qui s'est intéressée à ton profil parce que peut-être elle a des difficultés avec sa communication. Bah tu vas pouvoir lui demander des questions qui te viennent naturellement. Ça pourrait être bah tiens, je suis curieuse, qu'est-ce qui t'a donné envie de me suivre? C'est quoi tes challenges du moment? Moi, par exemple, en ce moment, bah je vois qu'on est en fin d'année. Bah je trouve que c'est intéressant de demander aux gens c'est quoi tes projets pour la rentrée, etc. C'est quoi qui te challenge et après que la personne elle explique et naturellement de se placer en tant qu'expert, lui dire ah bah écoute, moi je passe sur ton profil, je pense que tu pourrais mettre en place telle action, ça servirait tel objectif que tu viens de me donner et tout, à ta place je ferais ça, etc. Et du coup de rester bien naturel comme ça. Et honnêtement, ça fonctionne bien. Moi, ce que j'aime pas du tout en prospection, c'est une prospection que je trouve très virile, que je reçois plutôt d'hommes On dans le en a marketing qui marre vont direct me poser de ces messages. plein de Ouais. questions en mode FBI, des questions hyper froides. Coucou Clémentine, je vais pas passer par 4 chemins. Aujourd'hui, c'est quoi ton système d'acquisition? Patati patata. En fait, ça fait copier-coller aussi, hein, franchement. Lourd, ça moi j'aime pas du tout. Moi je prône une prospection plus féminine, mais je trouve qu'il vaut mieux être plus délicat quoi quand même dans son approche. Complètement.
Ouais. Ouais, OK, donc ça, c'était pour la première question. En gros, quelque chose de fluide et de naturel, une conversation que tu aurais peut-être avec une amie ou quelqu'un que tu rencontres, première chose. Et par rapport au cycle tu sais, du moment où la personne, elle t'a follow. Alors ça va dépendre du prospect. Moi, par exemple, bah, tu vois, cette semaine, j'ai une personne qui m'a suivie et elle m'a tout de suite dit: «Clem, j'adore tes contenus et cetera. J'ai été très déçue d'une formation, que j'ai suivie. Tes témoignages clients, ils sont au top, et cetera» et on a échangé 2 messages et elle a pris son rendez-vous. Donc des fois, il y a des personnes qui sont très chaudes comme ça et en fait, ça se fait très rapidement et d'ailleurs en ce moment je fais un challenge prospection avec mes clientes et il y en a elles sont surprises de se rendre compte qu'en fait ça arrive qu'il y ait des personnes parce que si on leur avait pas envoyé le message, elles auraient peut-être pas juste osé passer à l'action d'aller dans notre bio, cliquer, prendre un lien sur Calendly, etc., un rendez-vous, mais juste d'échanger avec elles, ça l'a rassurée, c'est bon, elle le fait. Donc des fois c'est rapide, mais des fois c'est long parce que une personne, bah, elle va devoir bien nous parler de son projet, elle va être un peu plus dubitative, donc ça va prendre des fois plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et moi-même, j'ai des personnes de ma communauté qu'on a échangé, qui m'ont suivi sur plusieurs mois, voire même des fois un an, avant de prendre leur rendez-vous. Donc après, parce que bah aussi, chacun a un cycle différent dans sa tête au moment où il va acheter, quoi. Donc ça va varier en fait selon vos prospects. Donc c'est pour ça qu'il faut être patient et régulier. Et il y a des personnes qui vont prendre rendez-vous très vite avec vous et d'autres personnes sur le plus long terme. Mmh. Et c'est quoi les outils que tu utilises niveau organisation pour rester, on va dire, vraiment sur un follow-up, donc un suivi qui est vraiment millimétré et où tu vas pouvoir suivre les gens, justement, vu que le cycle est parfois long? Pour mes DM Instagram, ça, bon, bah, je me connecte tous les jours, tous les 2 jours et je vais répondre à tous les DM en même temps. Vous avez, je sais pas si vous le savez, pour ceux qui nous écoutent, mais on a un système d'étiquettes sur Instagram. Donc, on peut mettre une petite étiquette prospect quand on sent une personne qui est chaude. Donc moi déjà juste je suis bah, un peu tous les jours. Je vais pas noter dans mon CRM toutes les personnes à qui je parle tous les jours parce que ce serait chronophage. En revanche, donc moi j'ai un CRM, c'est aussi mon logiciel de facturation, donc c'est Axonote où je suis mes rendez-vous. Et par contre, s'il y a une personne qui me dit bah recontacte-moi dans 2 mois, etc. Ça je me le note pour pas l'oublier. Et il y a un autre point aussi que je fais, c'est que je vais régulièrement regarder dans mes abonnés et réagir aux stories, renvoyer un message régulièrement à toutes les personnes de ma cible. Donc je vais noter dans mon CRM les gens à relancer, mais je vais pas faire sur toutes les personnes en DM. Ça, c'est plutôt du suivi et de la régularité. Et je vais aussi utiliser du coup le système d'étiquette sur Instagram. Et c'est quoi les chiffres pour toi on va dire, en prospection? Combien de DM envoyés? Combien d'appels réservés? Combien de close au bout? Alors, je vais donner des chiffres, mais évidemment, ça va être adapté selon chacun. Donc, par exemple, si on envoie 100 messages, généralement, on peut espérer... Alors, si vous avez une communauté moyennement engagée, que vous êtes au début de votre création de contenu, on peut espérer 25% de taux de réponse, par exemple. Mais par exemple, si, comme moi, vous êtes très régulier dans votre contenu, moi, j'ai plutôt au moins 50% de réponse. Donc, ça va dépendre de la qualité de votre création de contenu et si vos cibles sont des personnes qui réagissent beaucoup ou non. Donc, il y a cette variable-là. Donc, on va dire il y a une personne sur 4 et une personne sur 2 qui va répondre à votre message de bienvenue. Sur de la prospection froide, ça va être un petit peu moins. Et après, par exemple, si on prend 25 échanges, vous pouvez générer, par exemple, 5 rendez-vous en moyenne. Et encore une fois, ça va dépendre. Moi, ça va être un peu plus, par exemple, parce que voilà, j'ai de la crédibilité, j'ai beaucoup d'avis clients, j'ai du contenu. Donc si vous êtes débutant, forcément, vous allez avoir un peu moins de réservation d'appels, de réponses. Si vous êtes avancé, que vous avez beaucoup d'avis clients et beaucoup de contenu, vous aurez plus de réponses, quoi. Mais l'avantage du coup avec la prospection, c'est que c'est mathématique. Donc ça veut dire, même admettons vous êtes super nul en prospection, quoi qu'il arrive, Quoi qu'il arrive, sur 100 personnes contactées, il y a au moins une personne qui va prendre un rendez-vous. Donc même si vous êtes pas à l'aise, voilà, vous allez commencer à générer des rendez-vous quand même. Et si vous êtes
vraiment à l'aise, vous allez sur 100 personnes contactées, vous allez peut-être générer 10-15 appels. Donc ça va vraiment, voilà, c'est variable, mais en tout cas c'est mathématique. Même pour ceux qui débutent, ça va fonctionner. Ok. Donc pour faire le calcul, donc ça veut dire 100 DM, ça ramène combien d'appels? 100 DM, je dirais que ça ramène, je dirais au moins 5 appels, en tenant compte que tout le monde va pas vous répondre en fait. Donc je dirais que ça ramène au moins 5 appels. Si vous êtes un peu plus avancé dans votre création de contenu et vous avez une audience engagée, ça peut être 10-15 appels. Si vous êtes vraiment tout débutant, pas à l'aise, peut-être ça va vous en ramener que 2. Donc ça va dépendre aussi voilà, de où vous vous placez quoi. Complètement, ouais, ok. Et non, mais là, de toute façon, on est dans la moyenne, c'est clair, c'est comme le taux de closing, tu vois, il y a tout le monde qui dit oui, c'est 20%, moi je suis à 90%, donc tu vois, ça dépend de tes compétences, ça dépend de où t'en es, de la stratégie que t'as mis en place, que le contenu, c'est là où il est important, c'est que le contenu, il fait déjà le taf. Donc ça veut dire que quand les gens, ils arrivent, il y a eu de l'éducation dans le contenu, il y a eu de la confiance qui a été générée, parce qu'on sait aujourd'hui, confiance est égal à vente, pas de confiance est égal à pas de vente, ça c'est hyper important en ligne, et ça c'est le contenu qui le crée, et du coup, quand on va prospecter ou en tout cas parler aux gens, la confiance, elle est déjà plus ou moins établie, donc c'est plus simple. Et ça, c'est justement le contenu qui le fait. Ouais. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, je demande régulièrement à mes clientes qu'est-ce qu'ils ont fait qu'elles ont acheté chez moi. Et souvent, elles me disent que c'est grâce au contenu témoignage client. Donc moi, je demande des vidéos de mes clientes. J'organise des événements physiques, donc je fais des petites vidéos aussi avec elles. Et je fais des lives avec mes clientes. Et elles me disent, t'en as tellement que ça m'a convaincue. Donc ça, par exemple, c'est les contenus qui créent de la confiance et qui augmentent complètement mon taux de transformation. Oui, puis en faire des études de cas, ça fait vraiment partie. Moi, je suis vraiment sur la stratégie justement de la flywheel, donc c'est la boucle de croissance. Les témoignages en font partie, et je vois tellement de gens qui demandent des témoignages de la mauvaise façon. Donc j'aimerais vraiment mettre un point là-dessus. Quand on voit des témoignages, Amandine, elle était sympa, ça vend pas. Il faut arrêter, il faut poser les bonnes questions. C'est quoi les résultats que tu as eus? Comment tu t'es sentie? C'était quoi ta situation avant? C'est quoi ta situation après? Est-ce que tu te sens confiante pour l'avenir, par exemple? En tout cas, faire une étude de cas, le avant-après, pour montrer vraiment la transformation. Mais le Amandine, elle était sympa, on veut plus le voir. Ça ne vend pas. Et par rapport justement à ces 100 DM, tu dirais que ça prend en moyenne de nouveau combien de temps à écrire 100 DM? Alors ça dépend, mais si c'est des messages de bienvenue, donc sur votre communauté à chaud, c'est pas chronophage parce que vous avez quand même un message type, vous le personnalisez un petit peu, mais ça peut être rapide. Je dirais que envoyer 100 messages de bienvenue, ça peut prendre 1h30 par exemple. Parce que 100 c'est beaucoup, vous allez pas en envoyer toujours 100 quoi. Souvent ça vous allez en envoyer plutôt 10-20. Donc ça peut être plutôt rapide. Ouais, vous aurez mal à la tête. Surtout, t'es bloqué au bout d'un moment, non? Insta aime pas ça, non? Quand on voit en masse. C'est une bonne question. J'ai pas essayé d'en envoyer 100 d'un coup non plus. Ouais. Je crois que t'es bloqué à 20, 25, un truc comme ça, hein, par heure. Et je pense que c'est comme tout réseau social, faut pas faire du spam non plus. Si on fait de la prospection froide, donc moi j'ai des clientes qui font de la prospection à froid parce que tout simplement elles ont pas assez d'abonnés. Dans ce cas-là, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'on va vraiment prendre le temps de regarder le compte de la personne, voir ce qui nous fait vibrer sur son compte, etc. Et là, du coup, ça prend plus de temps, quoi. Je pense que en 1 heure, on aura envoyé peut-être 5-10 messages parce qu'on va vraiment prendre le temps de personnaliser à fond. Mais après, la qualité, elle prime aussi, quoi, sur la quantité. Ouais, complètement. Et toi, tu as doublé ton chiffre d'affaires en 1 an, donc déjà bravo, girl boss, on adore. C'est quoi l'action précise, tu dirais, qui a eu le meilleur ROI? Donc bon, création de contenu, on a vu, prospection. Mais est-ce qu'il y a autre chose aussi, un levier que tu as utilisé pour que ceux qui nous écoutent, justement, peuvent se dire, ah bah tiens, moi aussi, je peux l'appliquer dans mon business? Ouais, complètement. Donc en 2024, je suis passée de 100 000 euros à 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et un nouveau levier que j'ai développé pour ça, c'est que j'ai mis en place des masterclass. Et en fait, l'avantage, c'est qu'au lieu d'aller chercher les personnes une par une, de faire des appels un par un, là, j'ai des masterclass où, par exemple, je vais avoir 100, 200. Là, la dernière, j'ai eu 340 inscrits, par exemple. Donc, j'ai pas mal d'inscrits. En live, j'ai en moyenne 50 à 100 personnes en direct. Et du coup, je vais leur présenter mes conseils, mon expertise, ma vision des choses et mon programme concrètement avec le prix du programme. Et je vais leur proposer de réserver un appel. Et ça m'a permis de doubler mon chiffre d'affaires parce que forcément, je touche beaucoup plus de personnes en simultané et je génère une plus grande quantité d'appels. Et après, je me suis quand même servi du contenu
et de la prospection pour promouvoir les masterclass et convertir. Ouais, toi, tu n'utilises pas du tout de publicité, hein? Et bah la publicité, j'ai commencé, mais c'est assez récent. Tu vois, pendant longtemps, j'en ai pas fait et d'ailleurs, ça fonctionnait très bien sans. Hein. Là, j'ai ajouté un petit peu de publicité, bah par exemple pour ma dernière masterclass, avoir un peu plus d'inscrits, ou pour mettre en avant, par exemple, une VSL ou un lead magnet. Donc ça, je commence à le faire. Trop bien, cool, on scale ici, j'adore. Trop bien. Et toi qui coaches énormément justement d'assistantes virtuelles, prestataires, c'est quoi selon toi les petits ajustements qu'on peut faire qui rendent une offre beaucoup plus irrésistible, beaucoup plus facile à vendre? Parce que c'est clair que, comme on le disait, on est dans un marché saturé et les offres aussi, elles y passent pas. Hein. Je veux dire, toutes les offres sont bateaux, toutes les offres se ressemblent. Comment tu fais toi pour les aider à avoir une offre qui est plus simple à vendre? Alors déjà, pour moi, ce qui rend les offres bateau, comme tu dis, c'est le fait que souvent, elles ne sont pas suffisamment ciblées. Donc pour moi, si par exemple, je vois beaucoup de prestataires qui se disent je propose tel service pour les PME, TPE, entrepreneurs. Ouais, en gros, tout le monde, donc personne se reconnaît en fait dans ton Ouais, offre. ça. Tout le monde en fait, quoi. Personne se lève le matin et dit moi, quoi. Enfin, tu sais. Donc voilà, exactement. Et ça, je te jure que je le vois énormément chez toutes les personnes qui me contactent, parce qu'elles disent j'ai pas envie de me cibler, etc. Mais du coup, ça fonctionne pas. Donc déjà pour moi, premier point, c'est important d'avoir une cible qui soit plus précise pour que les personnes elles s'identifient à vous quand elles voient votre offre en fait, tout simplement. Ensuite, d'avoir une vraie promesse claire. Par exemple, si ta promesse est juste je suis community manager et je gère tes réseaux sociaux, voilà, c'est pas on comprend pas la transformation, on comprend pas vraiment ce que tu amènes, etc. Donc ça va pas fonctionner. Par contre, si par exemple, je sais pas, t'es community manager pour les pros de la beauté et tu dis je t'accompagne à remplir ton agenda sur Planity grâce à une stratégie sur Instagram en 30 jours. Là, par exemple, c'est plus clair. Donc c'est important d'avoir une promesse où on comprend la transformation, où c'est précis, et même s'il y a un chiffre, que ce soit par exemple sur la durée ou le résultat que ça va amener, je trouve qu'on gagne en clarté et du coup l'offre elle fonctionne mieux. Ouais, complètement. Clair, mesurable, tangible. Ouais. Exactement. Et ensuite un troisième point, moi je trouve que le gros problème des gens, c'est que souvent les gens ne communiquent pas suffisamment sur leur offre. Alors moi je le vois souvent, des personnes qui me disent Clem, j'ai parlé une fois ou deux fois de mon offre ce mois-ci. Ouais, donc t'en as parlé 3 secondes en story. Potentiellement à ce moment-là, il y avait pas toute ta communauté de connectés, quoi. Donc en fait, personne connaît ton offre. Faut savoir qu'un acheteur, il a besoin de voir une offre 7 fois dans un laps de temps rapide pour passer à l'action. Donc, pour moi, parler de vos offres, que ce soit dans vos contenus, dans vos stories, de manière régulière, c'est sous-coté, c'est pas assez fait, et c'est ce qui fait aussi la différence. Ouais, puis subtil, hein, parce que franchement, moi, je vois les gens qui sont là, ça, achète. Non, mais il n'y a pas de ça, achète. C'est vraiment en mode, il faut vendre la transformation, il faut vendre le rêve, faut faire un post. Par exemple, moi, je dis toujours ça à mes coachés, c'est tu fais un post par rapport à la thématique de ton avatar qui est précis, évidemment. Par exemple, moi, j'aide les entrepreneurs à scale à plus de 50 000 euros par mois. Donc, par exemple, je pourrais dire, tu galères à dépasser les 20 000 euros par mois, par exemple, ou tu te sens prisonnier de ton business, etc. Je fais un post là-dessus, je donne justement mes conseils par rapport à moi, ma méthode, le storytelling ou une cliente. Et après, je dis, si toi aussi, tu ressens ça, donc si toi aussi, tu veux scaler à 50 000 ou que tu es prisonnier de ton business, je fais le lien avec le post, dépose maintenant ta candidature. Moi, j'utilise la stratégie des candidatures parce que c'est beaucoup plus fluide et c'est plus simple après à transformer. Tu peux déposer maintenant ta candidature pour exploser, par exemple, ton chiffre d'affaires cette année. Et ça, on est vraiment sur quelque chose de très subtil où en fait, on est vraiment dans la transformation. Les gens sont là, oui, moi aussi, j'ai ce cas-là. Elle est en train de dire exactement, ça me concerne, je me sens concernée par ça, elle me comprend. Et après, oui, moi aussi, j'ai envie d'exploser mon chiffre d'affaires, candidature. Ouais, je suis complètement d'accord. Complètement. Et toi, aujourd'hui, tu as une belle équipe, 7 personnes. Dis-nous tout. Est-ce qu'il y a eu des moments recrutement horribles ou des mauvaises expériences, mauvais profils? Dis-moi tout. Et figure-toi que j'ai eu de la chance sur les recrutements. Donc aujourd'hui, j'ai une personne en CDI, une personne en alternance avec moi et le reste, c'est des freelances. Et vu que j'ai la chance de coacher beaucoup de prestataires de services et d'assistantes virtuelles, en fait, la petite anecdote, c'est que j'ai toujours recruté des clientes. C'est des profils que j'ai repérés.
où je me suis dit, même là, par exemple, Marie-Émilie que j'ai recrutée en CDI, je m'étais dit, elle, c'est sûr, un jour, je l'embauche. Donc, je l'ai d'abord embauchée en freelance et après, on a voulu vraiment aller plus loin ensemble. Donc, franchement, le recrutement s'est toujours bien passé. Par contre, je suis très rigoureuse sur le recrutement. Donc, pour chaque profil que je veux, je vais rédiger une fiche de poste. Je vais définir des critères, tu vois, concrets. Je vais sélectionner la personne. Par exemple, tu vois, pour mon alternante, j'ai reçu 80 candidatures. J'ai fait plusieurs entretiens, un exercice pour vérifier les compétences, etc. Je vérifie les références de la personne. Donc, en fait, j'ai pas eu de problème de recrutement, mais c'est aussi grâce quand même à beaucoup de rigueur. Et je fais particulièrement attention au caractère de la personne parce que le savoir-faire, ça se développe, on peut tout à fait former quelqu'un. En revanche, le caractère, le savoir-être, ça s'apprend pas. Et donc ça, petit tips, je demande à ChatGPT par exemple, moi je préfère travailler avec des gens qui sont doux, qui savent gérer leurs émotions, qui sont pas colériques parce que je suis pas capable de gérer quelqu'un de colérique. Donc j'ai demandé à ChatGPT de me poser des questions stratégiques en entretien pour cerner ce type de profil. Donc je fais attention à ces points-là et pour des personnes qui recrutent, je conseille ça aussi. Et un autre point que je recommanderais, moi j'ai recruté ma première assistante au bout de seulement 2 mois d'activité et vous pouvez tout à fait commencer à recruter quelqu'un même seulement quelques heures par mois pour tester la collab et après augmenter. Donc pour ceux qui ont des craintes, qui nous écoutent, qui ont peur de scaler parce que peur de recruter, vous n'êtes pas obligé de passer de tout à rien, hein. Vous pouvez totalement tester une collaboration et évoluer petit à petit. Ouais. D'ailleurs, moi, personnellement, j'ai vu dans mes expériences passées que quand t'engages direct, tu fais confiance trop vite et puis d'un coup, tu lui donnes un mandat de 30 heures, 40 heures ou même plus. Teste avant. Regarde si ça match. Peut-être que vous êtes pas sur la longueur d'onde. Ouais. Moi, j'ai eu pas mal de mal à trouver des gens qui comprennent mon niveau d'excellence. Parce que déjà, premièrement, je suis suisse, donc c'est vrai qu'on dit Suisse qualitat. Pour nous, c'est important. On bosse bien, tu vois. Alors, faut pas faire des généralités, mais en tout cas, je vise vraiment l'excellence et du coup, c'est important pour moi de servir mes clients, servir mon audience de manière excellente. Alors, ça veut pas dire non plus s'épuiser et puis tomber dans le triangle, tu sais, bourreau, victime, sauveur, pas du tout. Ça veut juste dire que quand on bosse, on bosse. Parce que quand on est coach, on tombe souvent dans ce triangle. À chaque fois, je suis là avec mes coachés. Ah, un petit bourreau, là, un petit sauveur. Mais c'est vrai que des fois, on m'a dit des trucs, genre par exemple, ah, mais ça fait le job. Et j'étais là, on s'est pas compris. Tu vois, et en fait, là, c'est un mauvais recrutement. C'est-à-dire que, en effet, poser ces questions, maintenant, c'est ce que je fais avec ChatGPT aussi. Je lui ai dit de me poser des questions bien précises. Que toi, c'est la colère. Moi, c'est vraiment les personnes, tu vois, qui vont se comporter un peu comme le fonctionnaire. Ça fait le job. Ou tu sais, qui se survendent en entretien, puis après, pas très impliqués, pas très, tu vois, qui comprennent pas en fait. Et surtout, un autre truc, c'est les personnes qui supportent pas le feedback. Alors moi, c'est tu peux pas travailler par contre quelqu'un qui est pas prêt à se remettre en question. Et puis surtout quand tu bosses pour quelqu'un, t'es obligé de t'adapter à lui, tu vois, à sa manière de. C'est comme si par exemple ma CM, elle arrive et puis elle commence à tout changer, tu vois, puis elle me dit ouais mais ça ce que tu fais c'est de la merde et tout. Alors bien sûr on en discute, c'est bien. Au contraire moi j'adore co-créer. Donc j'adore les personnes qui viennent et qui me proposent des choses et qui me disent ça Amandine au fait je regardais passer tes stories l'autre fois et en fait on pourrait améliorer. Hein, mais mon Dieu si vous êtes là d'ailleurs je recrute, je veux des personnes comme ça vraiment. C'est hyper important pour moi de co-créer. Mais par contre tu dois t'adapter et tu dois vraiment rentrer, on va dire, dans la voie, la mission de la personne quand tu bosses pour quelqu'un. Donc ça, ouais, moi, c'est les personnes qui supportent pas le feedback, tu sais, qui se vexent, tu sens qu'elle s'est vexée, alors que tu lui as simplement dit, bah, tu sais, pour la prochaine fois, peut-être, fais-le comme ça, gentiment. Tu vois. Ouais, non, ça, c'est pas pro et ça peut pas marcher dans une équipe autant d'un côté que de l'autre. Ça, c'est clair, je suis complètement alignée avec ce que tu dis. Ouais, complètement. Donc, avoir des questions. Et c'est vrai que moi, maintenant, ce que je fais, c'est que je recrute assez lentement, pas non plus lentement, parce qu'on n'a pas que ça à faire, mais je prends le temps de faire des tests, de poser les bonnes questions, etc. Par contre, si ça matche pas, en fait, j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, parce que j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à licencier les gens. Alors bon, c'est des freelances, hein, donc, mais c'est quand même un arrêt de contrat. J'ai eu beaucoup de mal au début, ça m'emmerdait vraiment, en fait. Je voulais pas faire ça. Bah oui, parce qu'il y a l'affect, c'est normal. C'est ça, exactement. Ouais. Mais en fait, j'ai remarqué que quand tu laisses quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs, qui travaille pas de la même manière, en fait, ça commence à affecter le reste de l'équipe, tes clients, parce que du coup, on les traite moins bien, tu vois, et ton audience, que moi, tout ça, c'est hyper important. Mon équipe, l'audience, ça. Donc, en fait, être capable de dire, voilà,
partons chacun de notre côté, mais par contre, soyons pas fâchés, t'es quelqu'un d'extraordinaire, c'est juste que ça matche pas entre nous. C'est vrai que c'est une compétence qu'il faut développer assez rapidement parce que sinon, tu restes avec des profils qui matchent pas. Et je l'ai fait et justement, j'ai trouvé que ça avait empiété sur le reste de l'équipe et ça, c'est ton rôle de CEO vraiment d'être là, écoute, ça matche pas, tu vois, restons-en là sans être fâchés. Ouais. Mais c'est pas facile. Ah bah, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est pas une posture toujours facile, c'est clair. Ah non, ouais, ouais, Mmh. complètement. Ouais, complètement. Et toi, aujourd'hui, donc là, imaginons pour quelqu'un qui a envie de scaler, parce que là, on parle de scale 20K, 30K, 50K par mois, même plus, rapidement. C'est quoi un peu, selon toi, les actions qu'il doit mettre en place là, dès aujourd'hui, le plus rapidement possible? Bah déjà, s'assurer qu'il a une offre qui lui permet quand même de scaler, dans le sens où si par exemple tu veux atteindre 20 000 euros par mois, mais que ton offre elle est à 500 euros et que tu sais que tu peux pas avoir 40 clients, c'est tout bête, mais ça va pas marcher. Donc déjà, vérifier que bah, ton offre elle est en adéquation avec la capacité du nombre de clients que tu peux avoir, tout bêtement, et sinon bah adapter, peut-être augmenter tes prix, revoir ton offre, proposer quelque chose de plus premium. Ensuite, vérifier ton système d'acquisition. Aujourd'hui, combien de rendez-vous tu arrives à générer? Et souvent, ce qu'il va falloir déjà, c'est générer une plus grande quantité de rendez-vous si tu veux générer une plus grande quantité de chiffre d'affaires. Déjà, valider les bases, parce que parfois, on va tout de suite vouloir partir dans des tunnels de vente, dans des publicités, etc. Si de toi-même, t'arrives même pas à générer un rendez-vous naturellement, c'est pas les outils qui vont le faire à ta place. Donc, réussir les actions quand même simples et être régulier dans les actions simples, contenu, prospection. Et une fois que ça c'est validé, tu peux passer d'autres étapes, comme par exemple, effectivement, pourquoi pas tester des tunnels de vente. Donc, moi, je fais de la masterclass, mais ça peut être par d'autres moyens que tu utilises. Mais en tout cas, va falloir développer à une nouvelle échelle. Donc, ça peut être aussi par de la VSL, ça peut être par des challenges, par exemple, etc. Donc ça, le développer, le tester, voir ce qui fonctionne le plus avec ton audience et après ajuster par exemple à chaque événement que tu organises pour avoir une meilleure conversion. Donc ça, c'est quand même hyper important. Et s'entourer aussi après au fur et à mesure, recruter parce que forcément, tu vas pas pouvoir faire des centaines de milliers d'euros tout seul. Va falloir que tu aies une équipe pour toi, pouvoir te concentrer sur tes clients et la vente et déléguer sûrement tout le reste, quoi. L'opérationnel, ouais, ouais. Ou automatiser à fond. Et automatiser, ouais, tout à fait, pour gagner du temps parce que notre temps, il est quand même limité. Ouais, ouais, puis mine de rien, c'est vrai que le côté recrutement, ben, moi, je le mets vraiment à chaque fois en dernier lieu, tu vois. C'est vraiment, d'abord, on regarde qu'est-ce qu'on peut virer. Je fais toujours ça avec mes clients. Tu sais, tu fais une colonne. Qu'est-ce qu'on peut virer? Parce qu'il y a plein de choses qu'on fait qui servent à rien. Mais nous, on a l'impression que c'est important. Mais d'un coup, quand tu mets, tu vois, ton coach, il met les yeux sur ce que tu fais, il est là. Est-ce que ça te rapporte du chiffre d'affaires? Non. Est-ce que ça te remplit? Non. On vire. On vire, tu vois, genre vraiment. Donc ça, hyper important. Qu'est-ce qu'on vire? Qu'est-ce qu'on peut automatiser? Et en dernier lieu, vraiment, qu'est-ce qu'on peut déléguer? Parce que c'est vrai qu'il faut réfléchir aussi le temps que vont te prendre les personnes, c'est normal. Il faut les former, elles sont pas dans ta tête, va falloir créer des process, enfin, va falloir être derrière eux, des objectifs, des KPI à respecter. D'un coup, tu deviens un manager. Et donc, le mettre ça en dernier lieu, c'est bien. C'est clair. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ça, moi, j'ai pas mal la vision parce que vu que je fais aussi du placement d'assistante, il y a une erreur que j'ai remarquée, c'est que souvent les gens attendent d'être complètement submergés pour appeler quelqu'un. Et ça, je trouve que c'est un peu une erreur parce que du coup, t'as pas le temps de la former comme tu veux, t'es frustré. Si tu prends pas le temps de lui donner les éléments et de la former un minimum, ça va pas marcher, etc. Donc, je pense qu'il faut si possible, un peu anticiper, quoi, pour pouvoir déléguer quand même sereinement. Carrément. Trop bien. Merci pour tout, Clem. Ça fait un moment qu'on se suit toutes les deux. J'adore ce que tu fais. Je trouve que ce soit sur les réseaux où tu vois ce que tu fais, aussi la Merci. transformation que tu apportes sur le marché français, ça fait du bien, vraiment, d'avoir quelqu'un qui est inspirant, compétent, tu vois, et qui aide vraiment, qui transforme en fait la vie des autres. Donc, merci pour ce que tu fais, c'est cool. Merci beaucoup, Amandine, et merci de m'avoir reçue sur ton podcast. Of course. Je propose qu'on se refasse un épisode quand tu es à 500 000. Allez, challenge accepté.